Alors, dans un premier temps, nous pensons tout à fait vous remercier, tout le personnel de la bibliothèque Alexis de Tocqueville, pour avoir fait ce projet qui s'appelle l'art, voix de l'autisme, qui a été un projet qui a été monté l'an dernier à l'occasion de la journée de sensibilisation internationale de sensibilisation à l'autisme, et qui a dû être annulé en 2020. Et le projet initial était vraiment très très complet, puisqu'il permettait effectivement de faire une table ronde, de montrer les œuvres des artistes présents à la table ronde, ainsi que les œuvres de certains autres artistes avec troubles autistiques. Bon, malheureusement, ça a dû être annulé, et nous vous remercions d'avoir maintenu encore une fois tout ce qui pouvait l'être cette année, c'est-à-dire l'exposition de photos de Lucie, qui est visible à la bibliothèque jusqu'au 30 avril. Tout à fait. Voilà. Cette table ronde qui est enregistrée et qui donnera lieu à un montage de vidéos avec des extraits des œuvres de Lucie Audienne et de Laurent Savard et de Claude Ursulam, et qui aura comme support musical un petit peu des œuvres de Sébastien Housset, qui est pianiste et auteur-compositeur avec trouble autistique. Autre chose quand même qui a été conservée, c'est l'affiche de l'événement, qui est l'œuvre d'une jeune artiste avec TSA. Voilà, alors l'art voix de l'autisme, c'est un thème qui est très très vaste et qui en fait qui recouvre beaucoup de réalités différentes. Cette table ronde, au cours de cette table ronde, on a essayé de faire au mieux, de faire apparaître cette diversité. Bon, la première diversité, c'est une diversité des artistes eux-mêmes. Il y a des artistes qui sont porteurs de la parole dans le personne autiste, et des artistes qui sont autistes eux-mêmes. Voilà, ça c'est la première variété, la première diversité. La deuxième diversité, elle touche effectivement à la diversité de l'autisme, qui est un trouble neurologique, qui est un trouble du développement neurologique plus précisément, et en fonction des atteintes cérébrales, eh bien, la personne aura un comportement différent, très différent, et chaque personne a effectivement un autisme particulier qui est dû au fait que ce ne sont pas les mêmes atteintes neurologiques, forcément. Donc voilà, donc cette diversité-là aussi, on va essayer de la faire apparaître. Alors, l'autre chose, avant de donner la parole aux autres participants et de les interroger, je voudrais me présenter. Donc, Geneviève Dutilleux. Donc, je suis présidente d'Autisme Basse-Normandie, et par ailleurs, je suis moi-même la mère d'un adulte autiste qui a 42 ans. Donc, l'association Autisme Basse-Normandie, c'est une association régionale régionale, avec l'ancienne région, c'est-à-dire qui trouve Calvados, Orne-et-Manche, avec comme mission de promouvoir vraiment, de faire avancer la cause de l'autisme. Donc les adhérents sont des familles, des personnes autistes elles-mêmes, des amis, des professionnels, voilà. Et toutes nos actions, elles sont menées par des bénévoles, des adhérents bénévoles. Voilà. Donc maintenant, je vais me tourner vers Lucie Audienne, qui va se présenter en tant qu'artiste. En tant que photographe. Avec ses liens. Alors, je me présente, je m'appelle Lucie Audienne d'Arras, et donc je suis une photographe française âgée de 25 ans. J'ai fait un diplôme bachelor photo et vidéo à l'école des Gobelins à Paris, après avoir obtenu une licence d'anglais et d'espagnol à l'université de Caen. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 3 ans que j'ai commencé une série photographique avec mon frère Antoine, donc qui est autiste sévère.
et qui est âgé de 32 ans. Donc moi, j'en ai 25 et on a 7 ans d'écart, donc je suis la petite sœur. Et finalement, depuis que je suis née, j'ai toujours connu mon frère avec son handicap. Donc pour moi, sa différence, ça m'a pas percuté tout de suite. C'est plutôt le regard des autres qui m'a fait me rendre compte que mon frère était hors norme. Mais finalement, moi, j'ai grandi avec son langage parce que Antoine a un langage non verbal, c'est-à-dire qu'il communique pas du tout par la prise de parole, mais plutôt par des objets, parce que, par exemple, il va communiquer, par exemple, s'il veut manger, il va nous tendre son assiette, si il veut sortir, il va nous tendre ses chaussures. Donc, il arrive quand même à poser des actions sur des objets, et on arrive à le comprendre très bien comme ça. Et de ce fait, pour moi, c'était important de faire un projet documentaire avec lui parce que quelque part, la photographie, ça rejoint énormément cet aspect, ce langage visuel. Parce qu'en photographie, on fait aussi appel à un langage très frontal. Et de ce fait, je pense que j'ai aussi pris le parti du 8e art. Je pense en ayant grandi avec Antoine, ça m'a incité à développer cette fibre artistique-là, donc, et aussi développer mon propre langage par rapport au sien. Voilà. Alors, je vais demander à Laurent de Oui. se présenter et de présenter ses liens avec la personne autiste dont tu es proche. Alors, donc, moi, c'est Laurent Savard. Je suis père d'une personne autiste, Gabin. Je dis personne parce que c'est vrai que un certain nombre de personnes le connaissent un peu enfant du fait du spectacle que j'ai écrit, que je joue sur Gabin, le bal des pompiers, parce qu'il est né le 13 juillet et que c'est un feu d'artifice permanent. Mais Gabin, maintenant, il devient adulte puisqu'il aura 19 ans au prochain bal des pompiers. Voilà. Et en fait, c'est moi, entre guillemets, l'artiste, puisque là, le thème, c'est mes Gabin, je dirais, autistes, artistes, le groupe Percut Jam, le super groupe qui est composé de musiciens autistes, d'ailleurs, dit autiste, artiste, une lettre d'écart. Moi, c'est vrai que comme Lucie, j'ai jamais vu la différence de Gabin comme un problème. Et comme je suis artiste, moi, je vois pas la différence. Donc, j'ai essayé de magnifier cette différence et de faire un spectacle pour pointer ceux qui se pensent normaux, hein, même si personne n'est vraiment normal, et qui se permettent de juger la différence. Voilà. L'art, l'humour, j'essaye d'être drôle, hein, c'est jamais garanti, peuvent servir à ça, peut-être. Alors, je vais demander maintenant à Claude. Mon nom d'artiste est Ours, car je suis une personne diagnostiquée TSA depuis 3 ans. Et je suis musicienne, en fait. J'écris, je compose des chansons, des musiques. Je fais de l'habillage sonore et ça me plaît énormément. C'est quelque chose qui me permet de m'exprimer depuis toujours. La musique, c'est un vecteur de communication avec d'autres personnes. C'est aussi une discipline qui me permet de travailler parfois et puis qui me permet de m'épanouir aussi en tant que personne autiste qui a des problèmes donc de communication, mais quand il s'agit de faire de la musique, c'est différent. Instinctively, I snuggle up to you. I breathe deeply. You do smell so good. You're so beautiful. I want you. I can't wait to wake you up. I need you. Est-ce que tu pourrais préciser quelles sont les difficultés que rencontrent les artistes, donc les musiciens en l'occurrence, qui sont spécifiques pour les personnes avec troubles autistiques? Pour personnes avec troubles autistiques, alors dans mon cas, c'est assez, je peux pas parler pour toutes les personnes autistes parce qu'on a toutes des perceptions différentes et des parcours différents. Dans le mien, en sachant que je suis autodidacte, en fait, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi. Ça a commencé par les écholalies quand j'étais petite.
beaucoup d'écolalie. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai appris à chanter. Je n'ai pas pris de cours de chant. Et voilà, pareil, j'ai une façon d'entendre qui apparemment n'est pas dite normale, ce qui fait que ça me permet d'avoir l'oreille absolue et de pouvoir composer. Euh, Par contre, c'est à double tranchant parce que l'ouïe que j'ai, qui est très très particulière, parce que j'ai tendance à plutôt souffrir d'hyperacousie, mais cette façon d'entendre qui est très douloureuse parfois quand je suis en surstimulation auditive, quand il y a trop de bruit qui se superposent, des bruits trop aigus, certains sons, même des bourdonnements, ça va me faire du mal, mais d'un autre côté, c'est un plus parce que ça va me permettre d'entendre des mélodies dans ma tête, de les composer, de les jouer, de les interpréter. Voilà, donc il y a des difficultés au niveau sensoriel, mais qui sont aussi, c'est compliqué parce que ce sont aussi des atouts. D'un autre côté, dans la musique, en fait, aujourd'hui, c'est plus dans la communication avec les autres que c'est compliqué. En fait, l'autre jour au téléphone, tu m'avais parlé du fait qu'être artiste, c'est pas seulement produire de la musique, mais c'est aussi se vendre, etc. Voilà, Donc, c'est tout cet ce que aspect-là. j'allais aborder. C'est ce que j'allais aborder. En fait, c'est le côté relationnel après dans la musique où on nous demande, par exemple, de créer un réseau, qui nous oblige en fait à être au contact de personnes et c'est très compliqué en fait pour nous de communiquer. En fait, non, pas de communiquer en soi, mais de communiquer autour d'un projet artistique, de se vendre en fait. Moi, je n'ai pas du tout la fibre commerciale, j'ai la fibre artistique, ça c'est clair. On peut pas lier. Par contre, la fibre commerciale, c'est autre chose parce que ça va demander donc de préparer des interactions sociales avec des personnes décisionnaires. Ça va nous obliger aussi à sortir de chez nous parce qu'il faut faire du public relations, qu'il faut parfois sortir alors qu'on est fatigué, ça se fait dans des endroits parfois bruyants. En fait, on nous demande un volume d'adaptation sociale qui va nous épuiser. Et en fait, à un moment, on se retrouve à devoir se dire, est-ce que je fais juste de la musique ou est-ce que je fais juste de la communication? Parce que les deux, en fait, c'est tellement épuisant au final qu'il faut faire un choix et que ce sont des choses, en plus avec les gaffes sociales qu'on peut faire, les gaffes sociales et de communication qu'on peut faire, qui des fois se retournent contre nous parce qu'on va dire une chose qui va être mal interprétée ou on va mal interpréter une chose qu'on nous a dite. Ce sont des choses comme ça qui font que ça peut être très compliqué pour des personnes autistes. En fait. Alors, tu fais partie d'un groupe de personnes autistes, de musiciens autistes. Alors, est-ce que assez rapidement, tu peux présenter le groupe et dire pourquoi Attends, je finis. Oui. Pourquoi vous vous regroupez et pourquoi vous vous produisez? Alors, j'ai intégré, oui, il y a 3 ans, justement, après mon diagnostic, la compagnie Harmonie Autiste. C'est une compagnie qui compte 25 membres environ et nous sommes tous autistes et artistes. Donc, à une lettre près, nous avons parmi nous 25 personnes, toutes différentes les unes des autres. Certaines sont verbales, certaines sont non verbales. Toutes s'expriment à travers un art, qu'il soit de la musique, de la photo, de l'illustration, de la peinture, de la maroquinerie. Nous nous sommes regroupés justement parce que cette association nous permet de participer à des événements comme celui d'aujourd'hui. Ça nous permet de parler de notre lien à l'art en tant qu'autiste, à ce qu'il nous a apporté et au bien qu'il peut nous faire et le lien qu'il nous aide à faire avec les autres.
Parce qu'en fait, notre art souvent est un intérêt dit spécifique, donc qui nous prend énormément de temps parce que ce sont des passions dévorantes chez nous et ça nous permet en fait de sortir de nous-mêmes aussi, de créer un lien avec d'autres personnes. Donc déjà entre nous, ça crée des liens parce qu'il arrive qu'on collabore entre nous, entre musiciens autistes, mais également ça nous permet de sortir de nous-mêmes, de nous rendre donc dans des conférences, d'expliquer notre vie d'artiste autiste, notre pratique de l'art aussi, et également le fonctionnement autistique. Lucie, comment est née l'exposition et quelle est la contribution d'Antoine à cette exposition? Alors, pour raconter vraiment la genèse du projet avec mon grand frère, finalement, tout a commencé en première année à l'école de l'image Gobelin, parce que justement, quand on était en première année dans notre promotion, on était encore très peu à avoir exercé la pratique argentique. Et pour nous mettre à niveau et pour apprendre à développer les pellicules, à savoir développer un tirage et tout ça de façon argentique, on nous a demandé de faire une narration en 36 pauses. Et donc, instinctivement, j'ai voulu parler d'Antoine parce que pour moi, c'était intéressant de mettre en image son quotidien et de savoir comment ça se passait une journée pour lui, donc de son lever jusqu'à son coucher. Et donc, ça a vraiment été tout début. Et finalement, dès le départ, je lui ai dit ce que je comptais faire. Donc, on a vraiment tout fait de A à Z ensemble. Parce que voilà, dès le départ, je lui ai dit, bon, Antoine, je veux te mettre en lumière pour qui tu es. Pas seulement exprimer ton handicap, mais aussi ce que tu aimes faire dans tes journées et puis l'interaction que tu as avec nous. Et quelque part, je lui ai également dit, et puis voilà, on va te mettre en avant comme ça, tu seras un peu ma rockstar, tu seras un peu ma muse. Et donc finalement, on a joué énormément avec l'appareil photo parce qu'il y a vraiment eu ce côté où moi je prenais les photos et lui faisait mon modèle. Donc dans les premières images et notamment à la plage de Deauville où c'était mes premières photos argentiques justement, il y avait le festival Planche Contact qui est un festival qui a lieu chaque année à Deauville justement. Et là, il y avait une exposition de Peter Lindbergh sur la plage avec des grands tirages. Et Antoine de lui-même s'est positionné devant une des photos parce qu'il s'identifiait au modèle qui était présent sur cette photo et justement cette différence d'échelle elle était assez impressionnante et on a vraiment l'impression qu'il est partie prenante donc de la photo de Peter Lindbergh et il s'était positionné de lui-même et il m'a fait un sourire pour la photo, donc il y a eu vraiment ce jeu là. Et par la suite ce qui s'est passé c'est que pour avoir plus de retour sur mon travail, j'ai présenté cette série-là à Visa pour l'image à Perpignan pour avoir vraiment des retours de professionnels, pour savoir si je partais sur le bon axe narratif, si voilà, j'étais vraiment fidèle à la perception d'Antoine et de son univers. Et par la suite, j'ai présenté donc, mon dossier à la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet, donc dans ce désir de réaliser une exposition photo. Et finalement, cette fondation donc, qui encourage des jeunes de 18 à 30 ans à concrétiser leur passion, ils m'ont accompagnée pour faire une première exposition en région parisienne. Et comme Antoine, justement, est dans un foyer médicalisé à Verson, près de Caen, après cette exposition-là, j'ai eu envie donc, de faire venir cette exposition en région normande, puisqu'Antoine, voilà, Antoine et moi, on a vraiment grandi en Normandie, donc on a énormément de souvenirs à Caen aussi. Et donc, j'ai contacté la bibliothèque Alexis de Tocqueville et la bibliothèque, justement, enfin, les personnes qui travaillent à la bibliothèque m'ont dit qu'ils organisaient une séquence autour de l'autisme et que, justement, ils recherchaient un artiste pour faire une exposition photo. Et donc, ça s'est fait comme ça.
Et c'est super parce que je pense que là, par la suite, Antoine va pouvoir venir voir ce travail-là qu'on a monté de toutes pièces ensemble. Donc, c'est une belle victoire. Alors, Laurent, dans quel but vous avez écrit votre pièce, écrit votre livre, et comment vous avez pu associer Gabin à ce projet? Alors, en fait, le but, il s'est imposé de lui-même. C'est vraiment le jour où la directrice d'école maternelle m'a dit texto au sujet de Gabin qu'elle n'avait pas commencé ce métier pour s'occuper d'enfants handicapés. Dans ma tête, je me suis dit, c'est un sketch, quoi. C'est un sketch où, sur le coup, quand j'ai reçu ça en pleine poire, j'ai pas ri du tout. Mais après coup, je me suis dit, mais c'est tellement énorme, on va essayer d'en rire, d'en faire rire, parce que je me suis rappelé quand même que j'avais un métier qui s'appelle l'humour. J'avais déjà eu des pièces produites au Splendide contre le racisme, Y a-t-il un facho dans le frigo? Et je me suis dit, tiens, si j'essayais de faire un spectacle où on rit pour une fois, parce que souvent dans l'humour noir, on fait rire sur le dos des personnes handicapées, des personnes autistes, etc. Et moi, j'ai voulu inverser évidemment le truc, hein, c'est-à-dire que j'ai voulu faire rire de ceux qui rient du handicap, de l'autisme, etc. Ah, monsieur Savard, vous êtes en retard. Mais ça tombe bien, je voulais vous voir. Voilà, gamin, va au fond de la classe et surtout ne casse rien. Oui, donc c'est pour la cuisine. Vous savez la petite cuisine en bois au fond de la classe? Voilà. Gamin a cassé la porte du four, du coup il va falloir tout racheter. Toute la cuisine, oui. Non mais j'entends bien, monsieur Savard n'est pas le seul à le maltraiter cette cuisine, mais là c'est lui, c'est sûr, on l'a vu. On vous demandez l'autorisation de mettre son nom sur le dossier d'assurance. D'habitude, on ne fait pas cela, mais là, de par sa pathologie, l'assurance devrait couvrir. Mais ne commencez pas à vous énerver, monsieur Savard. On mettra bien que Gabin n'y est pour rien. Même si quelque part, c'est tout le mieux qu'il a fait. Vous savez très bien qu'on pourrait ne pas l'accepter. Déjà que ce n'est pas simple de gérer le personnel entre les RTT et les congés maladie. Non, c'est sûr, ce n'est pas votre problème, enfin, mettez-vous à ma place. Gabin désorganise toute l'école. Même avec les enfants de sans-papiers, c'est plus simple. Gabin, il me prend toute mon énergie. Ce matin encore, j'en pleurais dans mon muesli. Mais j'ai plus de vie sociale, c'est à peine si je me sens encore femme. Ça fait même 3 jours que j'ai pas lavé mes cheveux. Alors après, avec les dreads, ça fait des nœuds. Non mais je sais que je n'ai que 2h30 par jour, mais après j'ai 3 heures de TP à la fac, plus les bus. Non mais ça donne des plaques, hein. Oui, je suis qu'à 10 minutes, mais rentrer chez moi à presque 19h à l'heure d'hiver, c'est pas possible. Il y a la nuit, il y a la pluie. Le Naturalia est fermé, après c'est tout mon régime qui en pâtit. Moi si je mange pas, je suis sourd, ça c'est super dangereux pour ma santé. Hein. De toute façon là, je suis arrêté. Hein. C'est pas sa faute, mais à cause de Gabin, j'ai plus quoi, rien. Ce week-end encore, j'étais chez des copines, il y avait une fête super sympa avec du jumbé, des brochettes bio. Et ma copine a craché le feu. Non, parce que les brochettes a craché le feu, quoi. Et aussi des falafels, et des pruneaux. Et j'ai fondu en larmes. J'ai même plus d'appétit. Le docteur, il m'a dit que je souffrais d'un syndrome d'épuisement professionnel. Oui, c'est sur l'arrêt. Hein. Oui, t'as connu ça, oui. Je reprends le personnage. Enfin bon. C'est qu'une demande de réconcentration. On peut l'applaudir. Est-ce que je peux aussi, par rapport à Gabin, parce que Gabin ne parlant pas, ne pouvant pas communiquer sur ce genre de choses, il faut que je prenne la décision. Et de tous les retours, parce que c'est ça que je craignais, oui, on m'a dit, oui, évidemment, tu es légitime. Et surtout, j'ai pris conscience que si je ne le disais pas, qui aurait conscience de tout ce qui se passe
non seulement pour Gabin, mais pour des dizaines de milliers d'enfants autistes, ados autistes, etc., partout en France, et pas qu'en France, il fallait. Alors, est-ce que l'humour peut servir à quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, via l'humour, on pouvait pointer vraiment les dysfonctionnements de la société. Parce qu'en fait, dans l'autisme, on se rend compte que ça permet de surligner tous les dysfonctionnements de la société française, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé, etc. Et l'autisme synthétise finalement toutes ces problématiques. Donc, le sujet était très intéressant. Et puis, pour Gabin, au nom de Gabin, d'ailleurs, tout ce que je fais, c'est par et pour Gabin, il fallait que je le fasse. Et puis, la scène, c'est un autre art que la photographie. Et pour faire un lien avec Lucie, d'ailleurs, j'ai fait aussi un lien avec Claude. Avec Lucie, j'adore justement prendre en photo Gabin, mais je fais très attention à la façon aussi, comme toi certainement, dont je le prends en photo. Gabin a un gros strabisme, j'ai fait en sorte qu'on ne voit pas son strabisme. Et puis, il est beaucoup plus beau gosse que moi, ça, il n'y a pas de doute. Donc, voilà, c'est bien justement, parce que souvent les gens, par rapport au handicap en général, ils disent, ils ont une vision, si on est handicapé ou si on est autiste, on est moche. Maintenant, ils sont tous beaux. Toutes les personnes autistes, d'ailleurs, que je peux connaître, tout le monde est beau. Et puis d'ailleurs, on s'en fout d'être beau, moche, etc. Pour faire le lien avec Claude, moi, dans mon spectacle, justement, j'ai un musicien, et alors j'en ai eu plusieurs, hein, des pianistes, et il y en a plus d'un qui se pose la question si si il ou elle n'est pas autiste. Voilà, donc c'est assez amusant, et je pense que dans les pianistes que j'ai eus, oui, beaucoup ne savaient pas qu'ils étaient autistes, et peut-être qu'ils sont en train de se faire diagnostiquer, c'est pas impossible. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu dis, Laurent? C'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi sur la perception que l'on peut avoir donc des personnes autistes dans notre société. Et c'est peut-être aussi l'axe photographique et cette implication-là que j'ai voulu mettre en avant. Parce que comme tu le dis si bien, c'est vrai qu'on a tendance à déshumaniser les personnes qui ont un handicap, que ça soit déjà un handicap physique ou mental. Et c'est vrai que quand on parle d'une personne autiste, on a l'impression de vraiment mettre en avant son autisme, alors que c'est une personne au-delà de ça, avec des envies, des goûts. Et je trouve que c'est important, donc toi comme moi, que l'on puisse mettre en avant la personnalité de notre proche, en fait. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que je ne sais pas ce qu'on dira ours, mais c'est vrai que c'est d'autant plus délicat quand on est parents, frères, sœurs, etc. Parce qu'on doit se poser, je pense, forcément d'autant plus de questions, puisqu'on se permet d'être le témoin et de parler. Donc, c'est continuellement beaucoup de réflexions sur la façon dont on va parler. Et j'essaie, et en tout cas, c'est sûr, oui, on dit une personne autiste et pas un autiste, parce que c'est évidemment totalement, on est avant tout, qu'on soit autiste ou non, on est des personnes, et c'est ça qui compte. Alors Laurent, la question n'est pas facile à exprimer. Je prends toutes les questions. Comment vous percevez le rapport des personnes autistes, justement, de Gabin, par exemple, et tous ceux que vous connaissez, avec l'art? Ah ouais, ça c'est une vraie question. En fait, je vais répondre juste en 2 points. Gabin, comme le disait Ours tout à l'heure, il a aussi une sensibilité, une hypersensibilité, et aussi d'ailleurs certainement au niveau acoustique, parce qu'il est très gêné par des bruits, et ça je m'en rends compte de plus en plus. Il aime toucher la matière quand il fait des choses, quand il colorie. Alors, il a un autisme sévère, Gabin, comme le frère de Lucie, et donc il y a des choses, hélas, qu'il ne sait pas faire, mais c'est pas ça évidemment qui l'empêche de créer des choses artistiquement. Mais je dirais que son art à lui, c'est le deuxième point, son art à lui finalement c'est le sport, mais il est devenu champion à roller. Voilà. Je dis souvent, Gabin il est autiste sévère, mais il est sévèrement champion à roller. Et c'est vrai qu'il est de plus en plus suivi sur les réseaux sociaux, parce qu'il est assez incroyable sur ses rollers. Moi, je suis nul, par exemple, et je le suis en patinette. Maintenant, patinette électrique, tellement il va vite. Et quand il fait du roller, Gabin, c'est un art. Je pense que la pratique sportive, justement, aussi est un art. On parle souvent, on relie, par exemple, la danse à l'art, etc. Et tout, mais faire du roller, c'est une sorte de danse, et c'est son art. Et
ouais, c'est un artiste. C'est un artiste à roller. Donc, c'est son lien avec l'art. Et il a quelque chose, quand il fait du roller, il a quelque chose de... Pour l'anecdote, il a la chance d'avoir un coach roller. Son coach roller, qui en fait depuis qu'il est tout jeune, quand Gabin fait du roller, il me dit, il y a des moments, je ne sais pas comment il fait. Comment il maîtrise le truc, je ne sais pas comment il fait, mais il le fait. Voilà. Bah, c'est Gabin, c'est sans doute la magie de l'autisme, quelle que soit la personne, quel que soit l'autisme. Je pense qu'il y a une magie, Gabin crée sur ses rollers. Hein. N'hésitez pas à le voir, à le suivre, parce que moi, qui ai la chance de le voir tous les jours, alors hélas, plusieurs fois par jour, hein, parce que j'ai fait le calcul, je pensais que c'était 2000 km par an, mais depuis hier, j'ai fait le calcul, c'est entre 3000 et 3500 km par an à roller. Donc moi aussi, je le suis, et hélas, je ne peux pas toujours prendre la patinette électrique. Vous avez quelque chose à rajouter, à dire de plus sur les rapports que vous percevez entre Antoine et l'art? Alors justement, c'est assez drôle parce que pour rebondir sur ce que dit Laurent, Antoine avec l'équitation, c'est assez impressionnant et il aime bien justement la proximité donc avec l'animal. Et c'est vrai que quand on le voit pratiquer l'équitation, être à dos de cheval, enfin il a une prestance. Et moi par exemple qui suis pas douée du tout, qui galère peut-être pendant 5 minutes pour monter sur un cheval et tout ça, voir mon frère comme ça, il y a une certaine... Avec sa prestance, il y a une certaine beauté quelque part dans son langage corporel. Et également, Antoine, c'est quelqu'un qui a un goût très prononcé pour l'esthétique, puisqu'il adore les vêtements, par exemple. Il aime bien être bien habillé, porter des belles chemises, tout ça. Donc, généralement, quand c'est son anniversaire ou Noël, je lui offre toujours une chemise et il est très, très content. Et on sent que même dans la façon dont il se positionne, il a même un charme très très naturel, il est vraiment très très beau. Et quand on a fait la première exposition, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit justement, mais c'est fou parce qu'on dirait vraiment une personne comme James Dean, comme Marlon Brando, très charismatique, presque un peu, voilà, une icône du cinéma. Et je trouve que rien que de ce côté-là, il a cette beauté qu'il peut avoir, elle est vraiment très artistique. Et je pense qu'inconsciemment, oui, c'est vraiment ma muse, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que il m'inspire vraiment beaucoup par ce qu'il dégage en fait. Et ça, je pense que c'est artistique. Si je peux me permettre, Geneviève, juste sur ce point-là, justement le côté, tu dis d'Antoine qui t'inspire beaucoup. Moi, Gabin, comme tout parent, on ressent aussi son enfant dans ses tripes. Mais alors, il m'inspire énormément, c'est-à-dire qu'il rayonne énormément. Et quand j'ai créé le spectacle, je me souviens, une amie qui connaissait Gabin m'a dit, mais ton spectacle, il a quelque chose de magique. C'est pas du fait de toi, c'est parce que Gabin, il est extraordinaire. Et en effet, Gabin, il imprime quelque chose d'extraordinaire et qui, moi, m'a motivé à faire un spectacle autour de lui parce qu'il le mérite. Voilà. Pas dialoguer, monsieur Savard, on pleure. Je l'ai retrouvé Françoise à cause de vous. On pleure. Vous lui avez caché son week-end en fleurs. Et croyez-moi, se retrouver en situation d'échec après 15 ans de métier, ça vous déprime une maîtresse. Hein. Vous auriez pu au moins vous excuser, mais non pas une once de psychologie. Ah, ne dites pas ça, monsieur Savard. Je suis d'une tolérance rare. La preuve, j'accepte un petit garçon qui a la maladie des ovaires. Eh bien, imaginez que le gamin lui fonce dessus en cours de récré. C'est vous qui avez recollé les morceaux? Non mais moi ça me fait rien, monsieur Savard. Votre attitude, votre humour noir, je vais dire, mais avec-vous, hein. Pétez le plomb, hein. Vous êtes trop. Voilà. Bon, d'abord, à croire que Gabin tient. Et Claude, alors, je peux répondre à Laurent. Oui. Je voulais juste, par rapport à ce que tu disais, Gabin, quand il pratique le roller, c'est comme un artiste. C'est un artiste. C'est un artiste. Oui. Figure-toi, tu te souviens quand je t'avais parlé des conférences sur justement des neurologues auxquels on participe avec le professeur Gepner. Dedans, ils montrent, en fait, ils ont observé le cerveau de danseurs autistes avec le cerveau des musiciens autistes. C'est pareil, il se passe la même chose. Donc, tu sais que le roller, c'est comme, en fait, ça demande une coordination. Et en fait, quand on joue du piano ou de la batterie, on a besoin de coordonner ses mouvements. Et en fait, ça fait appel
aux mêmes parties du cerveau que la coordination de la danse. Et donc, de ce qui est effort physique et le roller, c'est comme la danse. On est obligé de faire certains mouvements. C'est une chorégraphie, en fait. On est obligé de rentrer dans la chorégraphie. Et c'est en ça, en fait, les neurologues, eux, ils ont déjà fait le lien entre la pratique d'une discipline qui demande de bouger son corps et celle de la pratique d'un instrument parce qu'elle demande de bouger son corps aussi. Quand on joue d'un violoncelle ou d'un piano ou d'une batterie, on est obligé d'intégrer une chorégraphie, en fait. Et il se passe la même chose. C'est pour ça que c'est très, très lié. Alors, tu sais, justement, en plus, Gabin, il est toujours en mouvement. Et il a une façon, en effet, particulière de se mouvoir. Et il a marché tard, mais justement, il a réussi à trouver une façon de s'exprimer par l'art. Oui, Geneviève. Oui, je pense qu'on pourrait passer toute l'après-midi à parler de ça. Je voudrais reposer la question, en fait, à Claude, parce que être artiste, c'est pas seulement produire quelque chose, c'est aussi la montrer. Et tout à l'heure, j'ai posé une question mal posée, hein. Quand j'ai demandé pourquoi vous voulez vous produire, parce que effectivement, les musiciens autistes, la compagnie des musiciens Harmonie Autistes, elle a comme but de faire de la musique ensemble, mais aussi peut-être de la partager avec d'autres gens qui ne sont pas dans de se produire. Et je pense que tout artiste, il a cet objectif-là, hein, de produire, mais de montrer sa production. Et est-ce qu'il y a une spécificité par rapport aux personnes autistes? Dans le circuit, on crée pour montrer à d'autres. Je suis rentrée par ce circuit vraiment poussée par mon entourage, mais c'était pas naturel chez moi. Ce qui était naturel, c'était de créer, mais pas de partager ce que je créais, Et du coup, entrer dans ce circuit a été très très douloureux parce qu'en fait, on apprend que créer ne suffit pas, qu'il faut faire du relationnel, qu'il faut faire des concerts et que c'est très épuisant parce qu'il faut récupérer l'énergie donnée lors d'un concert et que des fois, ça va nous prendre 1 jour, 2 jours. Et puis, dans mon cas, comme d'autres, je souffre d'hyperanxiété, ce qui fait que ça me coûte vraiment énormément. Je prends vraiment beaucoup sur moi pour partager mon art, en fait. Et ça, on ne le voit que quand on partage mon quotidien. On ne peut le savoir que quand on partage mon quotidien, parce que quand on me voit sur scène, les gens après disent « Oh, t'as l'air tellement à l'aise sur scène », alors que je ne rêve que d'une chose, c'est d'aller chez moi, me mettre au fond de mon lit et me cacher. Mais ce qui est bien dans la compagnie Harmonie Autistes, c'est que comme on est plusieurs, quand on fait des événements, on se soutient, on se comprend, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi à tel moment on fait telle chose, ou pourquoi à tel moment on ne parle plus, ou pourquoi à tel moment on fait ça. Ça a été une grande joie parce que dans mon cas, quand on est diagnostiqué à 40 ans, ben c'est quand même 40 ans d'errance. C'est quand même 40 ans d'incompréhension sur son mode de fonctionnement, sur les interactions qui se passent plus ou moins bien. Et en fait, quand on sait qu'on arrive à comprendre en fait qui on est et qu'au fur et à mesure on apprend à comprendre son fonctionnement et qu'on rencontre des personnes qui sont différentes évidemment puisque on est tous nés dans des milieux, on a tous eu des histoires et des éducations différentes, mais on a des choses en commun et ce sont ces choses qui font qu'on n'a pas besoin de parler souvent pour communiquer. J'aimerais rebondir, parce que c'est très intéressant ce dont parlait Claude, où justement tu expliques très bien, Claude, que ton autisme apporte des contraintes par rapport à la pratique de l'art. Et quand on est parent, voilà, dans mon cas, ces contraintes aussi existent pour Gabin. Même si moi j'exerce l'art pour jouer le spectacle, pour parler de Gabin, justement, je suis amené à pas jouer aussi souvent que n'importe quel artiste parce que je m'occupe
beaucoup de Gabins. Je suis souvent en train d'accompagner Gabin, et pas que pour faire du roller, pour plein de choses. Et voilà, il a un autisme sévère, il n'est pas autonome pour beaucoup de choses. Et donc, en fait, eh ben quel que soit l'autisme, on a des contraintes de vie, et forcément, ça impacte la pratique artistique, que ce soit pour la personne autiste ou un parent comme moi, ou peut-être comme Lucie, qui peut-être aussi peut en parler, qui justement parle de l'autisme. Après, oui, c'est vrai que même dans la construction de la série photographique, j'ai eu l'impression, parce que c'est quand même un projet de longue haleine, et par moments, j'ai même eu l'impression de porter l'autisme de mon frère, parce que, effectivement, comme je vis son quotidien depuis que je suis toute petite, c'est quelque chose dans lequel je suis énormément impliquée. Et c'est vrai que, par exemple, l'année dernière, comme j'avais ma soutenance de mémoire à Gobelin, comme on a commencé la série en première année, pour la symbolique, j'ai voulu finir avec. Et c'est vrai que pendant tout ce travail de préparation pour élaborer une maquette de livre, j'étais dans énormément de recherches vis-à-vis de l'autisme, et même si j'ai j'ai partagé le même quotidien que mon frère, j'ai appris énormément de choses qui peut-être inconsciemment m'ont appris à davantage le connaître aussi. Et même dans la construction, j'ai vraiment voulu aller plus loin en essayant de vraiment voir les choses avec sa perception. C'est que j'ai essayé d'oublier mon œil de photographe pour essayer de rentrer dans sa tête. Et c'est vrai que pendant tout ce moment de recherche, oui, je faisais vraiment pour deux, et j'avais la sensation d'avoir son autisme avec moi aussi, par rapport à plein de contraintes et des choses comme ça. Donc oui, tout à fait. Je sais pas si ça a beaucoup répondu à la question, mais... Non, mais ouais, moi je comprends totalement aussi. Ouais. Bon, alors, il me reste une dernière question. Quel est l'accueil du public que vous avez pu avoir? Alors, Claude, peut-être. Quel est l'accueil du public à vos productions, à vos concerts? Moi, c'est de la... je ne sais pas, je suis pas dans la tête des gens. Oui, c'est super voilà. délicat comme question. Hein. Oui, en fait, je vais essayer de répondre. En tout cas, moi, j'ai toujours eu énormément de retours positifs au concert, également à ma musique, parce qu'en fait, les thèmes choisis, que je suis arrivée dans la musique, moi, par la poésie, en fait. J'écrivais, et on m'a dit, tes textes, tu devrais les mettre en musique, et ensuite, tu devrais les interpréter. Et finalement, je me suis retrouvée à tout faire et être sur scène. Et ce qui revient souvent, c'est l'apaisement. Je suis une personne assez, tourmentée, parce que hyper anxiété, et du coup, par exemple, là, je viens de sortir un album de musique instrumentale que j'ai composé. C'est de la musique inspirée des musiques traditionnelles d'Asie, donc Japon, Chine, Corée. J'utilise donc des sonorités asiatiques, et c'est quelque chose de très reposant, de très relaxant. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, on me dit, pour une personne qui souffre d'hyperanxiété comme toi, produire des choses aussi douces et apaisantes, en fait, c'est surprenant. Et puis en fait, pareil, j'ai une grosse voix qui a tendance à intimider les gens, alors qu'en fait, quand on me connaît dans le privé, ce qui est difficile, hein, puisque effectivement, en tant qu'autiste, j'ai longtemps porté mon masque. Donc, ce masque qui fait qu'on a l'air austère, snob, froid, distant. En fait, les gens ne comprenaient pas que souvent derrière se cache une personne très sensible, très anxieuse, et qui se réfugie souvent dans sa bulle. Et c'est une façon, en fait, la musique pour moi, c'est une façon de créer un lien avec d'autres gens, de les inviter dans ma bulle. Et c'est là qu'ils découvrent ma vraie personnalité, en fait. Et souvent, ils sont surpris de découvrir une personnalité douce. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais moi, je
j'ai plaisir en fait à apporter du bonheur aux gens en chantant, en jouant ma musique. Et surtout, ce qui m'a le plus touchée, c'est que avant d'être diagnostiquée, par exemple, je me suis retrouvée au contact de personnes autistes, en ne sachant pas que j'en étais une moi-même. Et en fait, dès que je me mettais à chanter, ces personnes sortaient de leur bulle et s'installaient à côté de moi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais cette capacité à rentrer dans la bulle des personnes autistes sans... Et donc, ça a été un choc pour moi quand, à 40 ans, on m'a dirigé vers, enfin, sur la piste de l'autisme, via mon dernier fils, en fait, qui apparemment présente un TND. Il est en cours de diagnostic. Mais c'est quelque chose qui a... ça a toujours été là, en fait, cette façon de communiquer avec les autres, la musique, je sais pas comment l'expliquer, en fait. Ça fait tellement partie de moi, c'est que je ne sais pas à quel moment c'est entré dans ma vie, à quel moment je suis musicienne, à quel moment je ne le suis plus. C'est une continuité pour moi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que j'aime ça. Lucie et Laurent, juste pour reposer la même question, quelle est la réaction du public à votre exposition ou à votre spectacle? Alors généralement, ce qui est ressorti dans le cadre des expositions là, que j'ai fait et quand j'ai eu l'occasion de montrer mon travail, que ce soit pas via les réseaux sociaux ou sur mon site, généralement ce qui en découlait, c'est ce plaisir à avoir un autre regard sur un sujet qu'on aborde très peu ou qui est souvent très méconnu, et surtout le fait de l'avoir témoigné de façon intime finalement, parce que j'ai vraiment, du fait que Antoine est mon grand frère, j'ai vraiment eu un regard non seulement de femme photographe mais aussi de petite sœur, et d'une certaine manière, voilà, ça permettait de mettre un œil interne dans une famille. Donc ce qui est généralement ressorti, c'est que les gens avaient vraiment l'impression de nous suivre, de vraiment suivre notre histoire et d'être avec nous, en fait, parce qu'il y avait vraiment cette immersion au cœur de ce sujet. Et généralement, ce qui en est ressorti aussi, c'est vraiment que c'était un récit poignant et touchant, du fait que à chaque fois que j'ai fait les photos d'Antoine, j'y ai essayé de retransmettre tout l'amour et toutes les émotions que j'avais pour mon frère. Et finalement, ça a été très bien retranscrit, puisque les personnes voient énormément l'amour que je lui porte, en fait. Et donc, oui, ça a été agréablement été pris. Et puis, il m'a même le fait que finalement, comme on en parlait tout à l'heure, on voit Antoine comme une personne maintenant et non plus comme quelqu'un avec trouble du spectre autistique. Donc ça, c'est une belle victoire aussi d'avoir pu mettre en avant une personne. Voilà, enfin, en hommage à mon frère. Ouais. Et Laurent? Oui, alors comme le disait tout à l'heure Ours, c'est compliqué de parler de soi-même finalement. Le spectacle, quand moi je l'ai créé dans l'esprit, j'avais deux représentations au Splendide, j'en attendais rien, j'ai essayé de le faire le mieux possible évidemment, et surtout j'insiste sur le côté tout public, c'est-à-dire je faisais un spectacle tout public autour de ce qui se passait pour mon fils autiste. Et ben, j'ai eu la chance que la presse, Le Monde, enfin, j'ai eu plein d'articles super sympas. Et c'est peut-être ça qui fait que 10 ans après, je compte pas les années de confinement, hein, 10 ans après, ben, le spectacle tourne toujours. Et pas que dans le milieu de l'autisme. Mais surtout, dès la deuxième représentation, j'avais des parents d'enfants autistes qui venaient et qui après me disaient, mais on a vécu la même chose. Je me disais, c'est pas possible. Mais parfois, même les propos de la directrice d'école, mot pour mot. Ça, c'est le truc totalement de ouf et je ne pouvais pas m'y attendre du tout. Donc, quel retour j'ai eu du côté des gens pas concernés, qui est la majorité du public, genre, c'est pas possible ce que vit Gabin, ce que vous vivez avec Gabin, c'est pas possible en France au XXIe siècle. Et puis de l'autre côté, ben voilà, les personnes concernées, et pas que les parents, hein, les personnes autistes aussi elles-mêmes, m'ont dit, ben ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça, c'est un rejet institutionnalisé. Et j'étais assez maso pour essayer de faire rire, mais pas que, parce qu'il y a des moments d'émotion aussi dans le spectacle, avec cette histoire. Et je suis très heureux que ça continue. Puis il y a eu le bouquin, voilà, Gabin sans limite.
je vais mettre des conférences gesticulées maintenant. Mais tout, comme le disait Lucie, moi, tout part de Gabin. Et souvent, je dis, moi, mon spectacle, il est tripal, ça part des tripes. Et je donne ça au public. Et puis après, le public, il a le droit de pas aimer, hein, évidemment. Mais non, ça se passe plutôt bien. Et je suis très heureux que ça continue. Et je voulais rajouter que depuis que j'ai été diagnostiquée, en fait, maintenant, je ne enfin, je vais pas avoir honte de mon autisme, donc j'en parle assez naturellement aussi. Et qu'il m'est arrivé en concert, donc quand j'étais sur scène, que ce soit évoqué. Et à la fin quand je descendais de scène, des familles venaient me voir et les parents qui étaient avec leur fils autiste non verbal me remerciaient ils allaient voir un concert et ils s'attendaient pas à ce que la personne sur scène soit autiste parce que eux ils vivent avec leur fils qui est non verbal ou semi verbal après ils viennent me voir en me disant notre fils a été très content de savoir que vous êtes autiste. Et c'est juste de savoir que j'étais sur scène et que je faisais de la musique et voilà. Et ce petit garçon en plus avait son frère qui jouait après moi, donc il avait l'habitude de son frère musicien, mais c'est une personne non autiste. Et là il voyait une personne autiste et il était content. Voilà. Et moi j'étais contente que ça lui ait plu et qu'il soit content qu'il y ait une personne autiste sur scène. En fait, si ce n'était que moi, je ne prendrais pas la parole, mais je sais que j'ai cruellement manqué de représentativité, en fait. En tant que personne autiste, au long de ma vie, on n'avait pas de personne autiste comme modèle, on n'avait que des films où on était souvent caricaturés. Et le fait de prendre la parole aussi, c'est pour dire aux plus jeunes et aux autres moins jeunes aussi, on est là, on existe et il faudra faire avec nous. Ouais, si je peux me permettre d'ajouter, c'est super important ce que tu dis, Claude, parce que moi aussi, j'ai une obsession. C'est tout ce que je dis. Tout ce que je dis est vrai et la réalité. Et si le spectacle tourne toujours, c'est sans doute parce que plein de parents, plein de personnes autistes me disent, c'est la réalité. Et je dirais simplement aussi que, d'ailleurs, Gabin est déjà venu saluer avec moi sur scène. Mais même quand il n'est pas là, la plupart du temps, voilà, il est en moi. Donc, je me dois de dire la réalité de ce qui se passe pour lui. Et ce qui est malheureux d'ailleurs, c'est que ça fait une dizaine d'années que la pièce Oui. et qu'il Ouais. y a encore la même Ouais, chose. oh là là, oui. C'est-à-dire la société change, mais très 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 lentement. Et oui, Geneviève connaît parfaitement le sujet. Tu l'as dit, quoi. Oui, ça évolue un peu, mais c'est dramatique. Je ne sais pas si c'est une spécialité franco-française, mais pour un pays dit développé, moi je trouve que quand même, c'est pas terrible quand même. Voilà. Et je peux en profiter justement pour saluer le travail de Geneviève, hein, Oui. parce que franchement, elle se démène, elle organise tellement de choses, elle est là aussi bien pour former les gens à l'autisme que pour trouver des solutions pour des familles, elle est là. Et elle fait, mille merci Geneviève, vraiment. Merci Geneviève. Merci. Et merci Je aussi dois la dire bibliothèque. Je dois dire que je ne suis pas toute seule quand même. Évidemment. L'association. Mais ton énergie, ton énergie et tout, tu donnes une très bonne impulsion à tout ce qui se fait. Et c'est vrai que même là, on est tous en train de parler là aussi, c'est aussi grâce à toi. Donc il faut que ce soit aussi que ce soit souligné aussi qu'il y a des gens qui s'investissent, qui sont concernés de près ou de loin et qui mettent une énergie folle à faire entendre notre parole aussi. Oui, et d'ailleurs, Geneviève, on l'a pas assez entendu, Geneviève. Oui, je trouve aussi. Donc le mot de la fin, ça va être pour Geneviève, j'imagine. Comment? J'ai pas compris. Le mot de la fin, ça sera Le pour vous. mot de la fin, ça va être pour toi, Geneviève. Bien, bah, écoutez, on va se dire au revoir.
Non, c'est un peu, bref. Vous avez vu, elle a passé son temps à essayer de nous faire parler, puis maintenant on essaie de Ouais, la faire voilà. parler. Bon, ben, on va se dire au revoir. Mais moi, je tenais aussi à remercier très fort vraiment la ville de Caen, puis la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Je suis impatient. J'aurais aussi adoré voir tout ce qui était prévu, mais c'est déjà super que voilà, ça puisse se faire. Et puis voilà, mais c'est cool, voilà. Quel que soit le degré de l'autisme, on se retrouve tous pour parler de l'art, c'est génial. Et Laurent, justement, comme vous pouvez pas forcément vous déplacer, moi, ce que je comptais faire, puis avec la bibliothèque Alexis de Tocqueville, justement, c'est que on a fait un petit film où voilà, je parle de l'exposition et je fais une visite guidée, donc elle sera sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez quand même la voir de façon digitale, mais qu'elle puisse être partagée avec vous, justement, donc c'est prévu. Voilà, là, elle est en cours de montage. Cool. Donc voilà. Super. Et en tout cas, je voulais remercier aussi justement Geneviève et la bibliothèque Alexis de Tocqueville justement pour nous aider à sensibiliser sur le sujet de l'autisme et nous permettre d'avancer sur encore de vastes domaines, de vastes questions. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup à l'équipe de la bibliothèque, hein, vraiment, parce que c'est pas facile en temps de crise comme ça de devoir reporter, de devoir peut-être annuler, on a annulé une partie de l'événement, mais ça s'est tenu quand même. Merci à vous pour votre persévérance et de nous donner la parole. Et puis j'espère qu'on pourra tous se retrouver là, tous à un moment donné physiquement. Pour de vrai. Avec plaisir. On se fera la bise, il n'y aura plus de masque, ça sera le monde d'après. Voilà. La bise, peut-être pas. Non, on ne veut pas la bise, alors pas la bise. Non, mais parce que je suis très latin, je veux, voilà. Oui, moi je suis très autiste. Oui, la bise, c'est pas trop mon truc. Ouais. Mais le cœur y est. Oui, ouais. Au revoir. Au revoir.